Donc nous reprenons maintenant avec la communication de Claude Pouzadou qui dirige le centre Jean Bérard de Naples et qui va nous parler de Jean Bérard et les chants flégréens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? Le Victor Bérard et les chants flégréens. Il y a trop de Bérard ici. Trois générations de Bérard. J'ai un micro ou pas? Ça, c'est un micro? Oui, ça, c'est un micro. Il faut parler bien devant. Ah, il est tout petit. C'est tout petit. Ah oui, d'accord. Parler bien devant, Okay. et le plus proche possible, parce que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'effet de Larsen. D'accord. Alors, je vais bien parler de Victor Bérard, mais vous verrez que je ne pourrai pas m'empêcher de faire le détour par le regard de son fils, car la question de Victor Bérard et du périple odysséen, évidemment, nous amène à nous confronter à la problématique du rôle de Victor Bérard et de l'utilisation de Victor Bérard des navigations d'Ulysse dans l'historiographie de la colonisation grecque. J'ai intitulé cette communication Victor Bérard et les chants flégréens, mais immédiatement j'ajoute ce sous-titre « Le pays des yeux ronds », car il m'a semblé, en travaillant sur ce texte, qu'on avait là un cas emblématique de la méthode de Victor Bérard, et c'est principalement là-dessus que je voudrais porter mon attention. Je suis donc chargée, par rapport à ceux qui ont présenté l'aspect oriental de Victor Bérard, de me pencher plutôt sur l'aspect occidental. Je n'en toucherai qu'une toute petite partie à travers cet exemple des chants flégréens. Si Victor Bérard se lamentait d'avoir perdu 20 ans à la poursuite d'une nymphe en Espagne, il eut, semble-t-il, plus de succès dans la partie italienne de son périple occidental, où il effectua 3 voyages, en 1901, 1912 et 1925. De Stromboli, où il identifia la demeure d'Éole. Alors, le pointeur ne fonctionne pas, donc je vais utiliser la flèche. Donc, de Stromboli, dans l'archipel, dans l'archipel des Éoliennes, où il identifia la demeure d'Éole, jusqu'au marais pontin, qu'on peut situer là, au sud du Latium, où il reconnut celle de Circé, en passant par le détroit de Messine, où sévissaient Charybde et Scylla, la presqu'île de Sorrente, au sud de laquelle se trouvait le repère des sirènes, au lac d'Averne, justement dans ces champs flégréens sur lesquels nous verrons d'autres photos. Donc au lac d'Averne et aux sources chaudes du Lucrin où prend place le pays des morts, les côtes de l'Italie se sont facilement prêtées à l'identification des escales d'Ulysse. La plupart de ces localisations s'appuyaient déjà sur des sources antiques, puisque Charybde et Scylla se trouvaient dans le détroit de Messine d'après Hécatée, Thucydide, Platon, Strabon, Descoli d'Apollonios de Rhodes et de Lycophron. L'archipel de Lipari est le royaume du maître des vents selon Antiochos de Syracuse, Thucydide, Diodore de Sicile et Strabon. Et enfin, troisième exemple, les rochers des Sirènes étaient identifiés avec les Galles, 3 îlots qui flanquaient la presqu'île de Sorrente, comme le rapporte Strabon, le pseudo-Aristote, Ptolémée, Pomponius Mela, Étienne de Byzance et le pseudo-Schimos. L'oracle des morts, je finirai par celui-là, consulté par Ulysse, enfin, était localisé aux abords du lac d'Averne pour et fort le pseudo-Schimos, Strabon, Diodore de Sicile, Dion Cassius et aussi dans le commentaire de Servius à l'Énéide. La persistance des noms antiques pour désigner les noms de certains lieux apporte en plus une caution à ces entreprises en les ancrant durablement dans la mémoire collective. Il suffit de penser aux îles éoliennes, donc du maître du vent, situées entre la Sicile et la Calabre, ou au Monte Circeo, pour désigner le petit massif calcaire situé au sud du Latium qui abritait la demeure de Circé. Ces entreprises témoignent donc d'une volonté partagée de construire une géographie homérique
Et comme l'a bien dit Sophie Rabault, pour résumer, l'idée que le texte homérique ne renvoie à rien et soit une légende sans autre cause que la fantaisie d'un poète, c'est une idée extrêmement minoritaire. À l'opposé de cette thèse minoritaire, je la cite toujours, chacun voit dans Homère le savant qu'il est lui-même, et Bérard se situe parfaitement dans cette représentation d'un Homère polymathe. Je ne fais que redire, j'espère ne pas trop répéter ce qui a été dit auparavant par mes collègues. Alors, ce n'est pas donc tant dans la démarche que dans son caractère englobant et systématique que se situe l'originalité de Victor Bérard. À l'instar de l'archéologie de l'époque qui s'éclairent mutuellement, il plaide en faveur d'une géographie homérique qui met en lumière, à travers l'Odyssée, une certaine Méditerranée qui avait ses habitudes de navigation, ses théories du monde et de la vie navale, sa langue, ses instructions nautiques et son commerce. Et son credo, comme on l'a déjà dit, et c'est important pour cet exemple-là, c'est la connaissance directe des lieux, l'autopsie, qui constitue le fondement de sa méthode. Ce principe, finalement, a fait ses preuves dans une certaine mesure, puisque les résultats de ses travaux sont validés par son fils dans la synthèse, Jean Bérard, qu'il présenta dans le livre dédié à la mémoire de mon père en 1941 sur la colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile dans l'Antiquité, l'histoire et la légende. Mais on verra que le Victor Bérard est peu utilisé en fait dans l'historiographie de la colonisation grecque. Il a été finalement absorbé par son fils, dont il constitue un aspect important. Jean Bérard renvoie en effet aux 5 études de Victor Bérard parues entre 1924 et 1933, la traduction, l'introduction à l'Odyssée, les Phéniciens, dans le sillage d'Ulysse et l'album odysséen, des études qu'il considère comme récentes et définitives, je le cite. Quant au chapitre 8, il aborde la légende d'Ulysse dans les mers italiennes. Il dit « Il est naturel de commencer l'étude des premiers rapports légendaires entre le monde hellénistique et le bassin occidental de la Méditerranée par celle de la légende d'Ulysse. De toutes ces légendes, la plus célèbre, en même temps que la plus anciennement attestée, il ne saurait être question ici de reprendre dans le détail, ni même de façon succincte, l'examen du texte odysséen et des différents problèmes littéraires, historiques ou géographiques qu'il pose. Au demeurant, si le cadre de cet ouvrage nous en laissait la possibilité, nous ne pensons pas que nous fussions à même d'ajouter à des études encore récentes et qui, à bien des égards, peuvent être considérées comme définitives. Donc c'est important, quand on lit Jean Bérard, de savoir qu'il s'appuie vraiment sur son père et qu'il ne reprend pas des démonstrations qu'il considère comme bonnes, même s'il émet quelques réserves à certains endroits, mais il le dit de manière explicite, et j'y reviendrai. Le système de Victor Bérard n'est même pas fragilisé par les incertitudes. Jean Bérard signale en effet que tous les lieux, je le cite, ne peuvent être localisés d'une manière également probante, car les données ne sont pas aussi précises pour les uns que pour les autres, ni la démonstration aussi facile. Et il donne en exemple le cas des Cyclopes dans les champs flégréens. Cependant, malgré ces réserves, cette identification qui est plus problématique, nous allons voir, n'est pas remise en cause. Probablement en vertu du fait que, je le cite, « Pour chacun d'entre eux, cependant, et à plus forte raison dans l'ensemble, un doute sérieux ne saurait être élevé. » C'est-à-dire que tout fonctionne comme un système. Les éléments se tiennent les uns et les autres, fondés sur cette théorie que nous a bien expliqué Corinne Bonnet de la toponymie, de la topologie. Les réserves concernant Bloch, en revanche, il est beaucoup plus critique, Jean Bérard, à l'égard des mythographes eux-mêmes, comme l'a été d'ailleurs son propre père, qui ont pu commettre, eux, des erreurs. Sur d'autres points, je le cite, Jean Bérard, en revanche, les identifications des Grecs de l'époque classique étaient inexactes, ou pour le moins incertaines, ou en tout cas contradictoires. Donc à un moment donné se pose l'émulation même entre Victor Bérard et les sources anciennes qu'il corrige, et il va à contre-courant, comme l'a dit Corinne Bonnet, à contre-courant de ses contemporains, mais aussi à contre-courant des sources antiques. Alors, ces erreurs commises par les sources anciennes, elles sont dues à quoi? Ça va lui permettre de valider sa méthode. Elles sont mises sur le compte de la méconnaissance du paysage par le poète. Exemple, les poètes ne connaissaient pas
la distance entre le repère des sirènes et Charybde des Scylla, sinon il n'aurait pas laissé si peu de temps entre le passage des sirènes à Charybde des Scylla. Donc c'est-à-dire entre la presqu'île de Charente et le détroit de Messine, à savoir 280 km. Ou encore, le poète semble ignorer la continuité, nous dit Jean Bérard, entre le cadre de la Nécuia, donc de l'interrogation du monde des morts, et celui des Cyclopes, qui en réalité font partie d'un même espace. Mais curieusement, Victor Bérard ne les relie pas. Le poète ne les relie pas, et pour cause, on va voir. Ces remarques l'amènent à conclure, donc amènent Jean Bérard à conclure dans cette validation finalement du travail de son père, que le poète n'avait eu aucune connaissance expérimentale de ces mers italiennes et siciliennes qu'il faisait explorer par son héros. Et cela conduit à considérer que même l'identification du Cyclope en Sicile est considérée comme une erreur. Je le cite, « Ils avaient bien su reconnaître dans le Cyclope la description poétique d'un volcan, mais ce volcan, ils le cherchaient à tort en Sicile, où l'Etna restait au temps classique en activité comme il est encore de nos jours, non dans les cratères au repos des champs phlegréens. » Pourtant, toutes les sources antiques appuyaient une identification du Cyclope en Sicile. Thucydide, qui tient les Cyclopes avec les Lestrygons pour les plus anciens habitants de la Sicile. Et cette tradition est même reprise par Virgile, que Victor Bérard n'hésite pas donc à remettre en cause. Dans cette région où rien pourtant ne correspond à la description odysséenne, Virgile, encore à la fois, à la suite de tous ses prédécesseurs, localisait l'aventure d'Ulysse chez Polyphème. Donc Thucydide et Virgile font partie d'une tradition bien fournie où prennent place Euripide, Théocrite, Ovide et d'autres. Malgré la permanence du souvenir à l'époque actuelle, donc il y avait quand même plusieurs preuves à l'appui de cela, mais il les repousse, malgré la permanence du souvenir à l'époque actuelle, rien n'y fait. Je le cite, et près de la côte sicilienne, à quelques distances du nord de Catane, je cite Jean Bérard toujours, à quelques distances au nord de Catane, au devant du Nance dit Port d'Ulysse, 3 îlots portaient dans l'Antiquité le nom des rochers des Cyclopes qu'ils ont gardés jusqu'à nos jours. Victor Bérard donc n'a pas hésité à aller contre cette tradition et à ancrer les Cyclopes au prix d'un tour de force dans les champs phlegréens. Les erreurs des poètes dues à une méconnaissance des paysages renforcent la thèse de Victor Bérard, puisque, comme le rapporte son fils, elles sont la preuve que l'œuvre a été réalisée d'après un document. Et il cite encore comme exemple de ces écarts avec les sources littéraires le cas des Cyclopes. La source au tremble mentionnée dans l'épisode du Cyclope ne semble pas avoir été dans la petite île elle-même, pour autant qu'on peut en juger d'après la Nisida aujourd'hui. Mais on la retrouve sur la côte en face, au pied de l'autre versant du cap Posillipe. Donc il a réponse à tout. Le cas Cyclope sert aussi à illustrer les convergences entre le texte d'Homère et les paysages décrits par son père, notamment la réunion de faits qui exclut de manière absolue l'hypothèse d'une coïncidence fortuite. Tel est le faisceau des indices rassemblés qu'un effet du hasard n'est pas concevable. Et au nombre de ces indices qui appuient l'identification, Jean Bérard relève des particularités du paysage comme des détails aussi caractéristiques que les 4 sources jaillissant côte à côte au pied du rocher dans la grotte de Calypso ne peuvent pas avoir été inventés. Autre exemple, si le théâtre de l'épisode du Cyclope décrit de façon si minutieuse ne saurait être imputé, et le théâtre de l'épisode du Cyclope décrit de façon si minutieuse ne saurait être imputé à la seule imagination du poète. Tout confirme, selon lui, l'existence des informations que l'auteur de l'Odyssée avait à sa disposition, avant même les premières navigations grecques en Occident. Alors, il y a quelque chose d'assez émouvant à entendre Jean Bérard atteint, lui, d'une maladie qui va entraîner une défaillance progressive et irrésistible de la vue, qui publia le livre de photos de Fred Boissonnat en 1933, a cité si souvent ce cas du Cyclope comme exemple des erreurs liées à l'absence d'une observation directe, alors que son père faisait de l'expérience immédiate de la réalité qu'il représente, comme l'a déjà souligné Sophie Rabault, le seul moyen de comprendre le texte. Donc, dans ce choix, dans ce coup de force des Cyclopes, il y a autre chose, il y a un intérêt très fort pour le paysage, la géographie, la spécificité géologique, mais il y a peut-être également quelque chose lié au regard, ce sur quoi je voudrais m'arrêter. L'ingéniosité que Victor Bérard a déployée dans l'identification du pays des Cyclopes
dans la zone des champs phlégréens, invite à s'interroger sur le potentiel symbolique de cette figure pour celui qui place l'observation directe au fondement de sa discipline, la géographie, et privilégie l'expérience du monde sur la lecture. Je citerai encore Sophie Rabot qui a souligné cet aspect à propos de cette démarche. De fait, la lecture est systématiquement présentée chez Bérard comme de moindre efficacité herméneutique que l'expérience du monde, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes chez un philologue. C'est ce même primat de l'expérience que l'on trouve dans l'idée que la géographie va permettre d'expliquer ce que la philologie n'a pas compris. Dans sa démonstration de l'identification du pays des Cyclopes avec les champs phlégréens, les étapes, la traduction, l'interprétation et la description visent à mettre en scène la toute-puissance d'un regard largement ouvert sur le monde, symbolisé par la présence de phénomènes géologiques qui ne pouvaient que retenir l'intérêt du géographe, celui des volcans. Ce rôle structurant du regard, qui est signalé dès la brève présentation synoptique qui précède le texte au début de chaque chapitre. Alors, la description des champs phlégréens prend place dans le volume 4 des Navigations d'Ulysse, paru entre 1927 et 1929, au chapitre 2, consacré au mythe des lotophages et des cyclopes. Elle se situe après l'aventure au pays des mangeurs de lotos, quand Ulysse découvre le pays des yeux ronds. Et au champ 9 de l'Odyssée, versant à 566. Victor Bérard l'organise de la façon suivante. Les hommes montagnes des yeux ronds, Cyclopes et volcans, Etna et champs phlégréens, puis Cume et les Opiques, enfin Nisida, la petite île et son cap, et son port, le cap et sa caverne, et il finit par le détroit et les deux pierres, la source au tremble. Donc cette vision synoptique met déjà au premier plan l'importance de ces yeux ronds. Alors tout commence par le terme que Victor Bérard choisit pour rendre compte de ces cyclopes, Cyclops, qu'on peut traduire plutôt par le regard, les yeux qui tournent, ou que lui choisit de traduire par les yeux ronds. Et cette traduction littérale des yeux ronds est récurrente dans ce passage. C'est ainsi qu'il va appeler les cyclopes. Je le cite cette fois-ci, Victor Bérard: en quittant les lotophages, Ulysse se rend chez les cyclopes, les yeux ronds. Tel est le sens du mot kuklos, cercle, et ops, œil. Cette traduction est programmatique pour l'ensemble du passage. Elle va donner lieu à un coup de force étymologique qui va permettre une double identification permettant d'implanter l'épisode des cyclopes en Campanie. Alors cette double identification va déjà permettre de déplacer le décor habituel des cyclopes, celui de l'Etna, de la Sicile, à la Campanie. Alors pourquoi ? Parce que dans l'Etna, Victor Bérard ne trouve pas les éléments du décor de l'épisode chez Polyphème. Ne trouvant pas à proximité de l'Etna tous les éléments qui composent le décor de l'épisode du Cyclope dans l'Odyssée, en particulier la petite île aux chèvres dans laquelle Ulysse débarque avec ses compagnons, avec son port clos, ni les deux pierres lancées par Polyphème, il ne retient pas la localisation des cyclopes en Sicile faite par les anciens et faite également par un biologiste italien du XVIIIe siècle, Lazzaro Spallanzani, spécialiste des volcans. Alors, ce décor, on peut le résumer de la façon suivante, à travers le texte de Jean Bérard, cette fois. À propos des champs phlégréens, il écrit « Avec les yeux ronds de ces cratères volcaniques est la terre des cyclopes les yeux ronds. Nisida, qui s'appelle toujours la petite île, donc c'est celle-ci que vous voyez à l'écran, possède dans l'anneau brisé de sa falaise le merveilleux port abrité de toutes parts auquel seul donne accès un étroit goulet et où les vaisseaux peuvent dormir sans ancre ni amarre. Dans un vallon du cap Posillipe, en face de Nisida, s'ouvre au pied de la colline l'entrée d'une énorme grotte, j'y reviendrai mais vous l'avez vu plusieurs fois, agrandie de main d'homme, l'antre de Polyphème, et un peu plus au nord, sur la rive de la Grande Mer, la falaise de Cume est Hypérie, la haute ville qu'au pays des Cyclopes les Phéaciens habitèrent avant d'être transplantés à Scérie par Nosithos. Donc il lui faut ces trois éléments, la petite île, la côte avec l'antre des Cyclopes et le pays des Phéaciens, Hypérie.
c'est au chant 6 de l'Odyssée que Homère évoque les Cyclopes voisins des Phéaciens dans leur ville d'Hypérie. Et c'est par une identification d'Hypérie à Cume et des habitants des voisins de Cume aux Cyclopes qu'il réussit à faire ce tour de force et à implanter la légende des Cyclopes en Campanie, dans les champs flégréens. Mais ce tour de force place vraiment au centre de la démonstration la question du regard, de la vue, et vous allez voir qu'il va même informer le paysage qu'il décrit. Alors, cette identification repose sur une étymologie forcée qui permet d'identifier, comme je disais, les Cyclopes aux populations locales, et Hypérie, la ville des Phéaciens, voisin des Cyclopes, à Cume, la plus ancienne des colonies grecques d'Occident. Victor Bérard nous dit, dans le voisinage d'une autre terre volcanique, je vais d'abord vous lire le passage par lequel il repousse la théorie de la localisation au pied de l'Etna. Donc, Virgile, c'est au pied de l'Etna que les anciens retrouvaient les rochers du Cyclope, et sur le flanc de la montagne, Virgile faisait apparaître Polyphème aux yeux d'Énée. Les instructions nautiques décrivent encore au pied de l'Etna, un peu au nord de Catane, les 4 îlots des Cyclopes. Mais comme il n'a pas les éléments que j'ai évoqués précédemment, il conclut « Rien dans ce site ne peut convenir à la description odysséenne, ce n'est donc pas sous l'Etna qu'il faut chercher les 2 pierres et l'antre de Polyphème. » En revanche, une autre terre volcanique s'offre à lui. Dans le voisinage d'une autre terre volcanique, les Hellènes connurent un peuple des yeux qu'ils nommaient Opiques. Là, c'est un premier tour de force. Et qu'ils localisaient au voisinage de Cume, l'œillère. Alors, les Opiques deviennent le peuple des yeux, parce que sur la même racine ops, et Cume devient l'œillère simplement par analogie, parce que c'est la ville à côté de laquelle habitent les Opiques. Parce qu'à Cume, c'est d'un autre sens qu'il va donner. Ce signalement de la présence de la fondation de Cume grecque, de fondation eubéenne, chalcidienne et éolienne par la Kymédéolie, selon une des traditions majoritaires, cette localisation au pays des Opiques, on la doit à Thucydide et toujours au périple du pseudo-Skimos. Donc dans un cas, on peut lire Kymestes en Opikia, et chez l'autre, Kymé en Opikois. Alors, cette identification des Opiques au peuple des Hurons a évidemment été très, très critiquée, de même que celle de l'identification de Cume à Hypérie. Alors, comment passe-t-il de Cume à Hypérie ? Hypérie serait la ville haute, c'est le nom c'est le sens qu'aurait donné Homère, et Cume s'appuierait sur une étymologie sémite, un mot sémite, Kuma, qui veut dire la hauteur, la ville d'en haut. Donc, je résume en m'appuyant sur la critique, une parmi les critiques qui ont été faites à cette identification, celle d'André Bonnard en 1937, donc assez rapidement, l'helléniste, spécialiste des dieux, des mythes, qui montre qu'effectivement, c'est cette identification Cume-Hypérie qui est le pivot de la localisation des Cyclopes en Campanie. Les Cyclopes étaient les voisins des Phéaciens. Cette ville d'Hypérie, fondée par des Sémites, aurait été fondée par des Sémites au XIe siècle sous le nom de Kouma. Homère l'a traduit ce Kouma sémite en Hypérie grecque, tandis que les Grecs, eux, transcrivent en ionien le Kouma sémite en Kouma ionien. Et on arrive à Cume.
Et à l'appui, et c'est là où la topologie vient renforcer la toponymie, c'est que Cumes, étant fondé sur un rocher en hauteur qui domine la plaine, occupe une position de guet et du coup peut être identifié grâce à sa situation géographique avec cette hypérie. Alors, évidemment, il n'existe aucune tradition sur la fondation sémitique de Cumes, aucune donnée archéologique, et cette proposition n'a pas été retenue, même si son fils Jean Bérard y adhère. La critique, évidemment, invite à proposer comme choix du nom, comme raison pour le choix du nom, celui tout simplement des fondateurs venant de Chimay en Éolide et qui auraient repris le nom pour la Chimay en Campanie. La deuxième identification, Cyclope Opique, ne se fonde pas simplement sur Cyclope, les yeux ronds, et Opique, le peuple des yeux, mais elle passe par l'intervention d'un troisième élément qui est celui du peuple des Eunôtres et une vision très large, très étendue de la région de l'Eunotrie, qui est le nom de l'ancienne Italie. L'équivalent donc Opique Cyclope passe par le biais de Oinotria et s'appuie à nouveau sur une étymologie sémite qui donnerait à Oin le sens de œil et Otra circulaire. Cette hypothèse a été critiquée donc notamment par André Bonnard, qui pose le problème de la traduction de Otra, qui signifie couronne et non pas cercle, et qu'il est difficile qu'un grec ait traduit par Kuklos un nom qui signifiait en fait Stéphanos. D'autre part, le terme doinos est très très répandu dans les noms de l'Italie antique en rapport avec le vin, et Victor Bérard balaye ce rapport avec le vin en disant que c'est un calembour, et Jean Bérard le dit aussi, que c'est un calembour. Alors, néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que derrière cette réflexion sur le nom se greffe sur un débat très contemporain sur les populations italiques et qui sont immédiatement en prise avec les découvertes récentes dans les années 1910-12, puisque paraît en 1913 l'ouvrage de Ettore Gabrici sur les fouilles de l'acropole de Cumes, qui justement ont montré la présence de populations antérieures, pré-helléniques, antérieures à la présence des Grecs. Donc tout n'est pas complètement gratuit, est transformé et s'appuie sur des éléments auxquels il a pu avoir accès avant leur publication, puisque Gabrici figure dans sa bibliographie qu'il met en tête du chapitre. Mais néanmoins, les critiques concluent au fait que ni l'étymologie ni la géographie n'autorisent Bérard à placer l'Énotrie en Campanie et en faire la terre des géants. Alors, là-dessus, il n'est pas totalement suivi par son fils, puisque s'il accepte le lien entre les cyclopes et les yeux ronds, il n'est pas d'accord pour étendre l'Énotrie jusqu'à la Campanie. Je vous lis le passage de Jean Bérard. On a supposé qu'il fallait plutôt le rapprocher du nom de ces cyclopes dont la légende odysséenne fixait la résidence en Campanie. Alors vous voyez le raccourci. Homère ne fixe pas la résidence en Campanie, c'est Victor Bérard. L'un et l'autre désigneraient en des langues différentes les yeux ronds des champs phlegréens, dont celui des Opiques ne saurait peut-être qu'une simplification. Alors, il évoque une mise en doute néanmoins, il met en doute simplement les limites données par les sources littéraires à cette extension de l'Énotrie. L'Énotrie ne s'étend pas au-delà, en fait, de ce qui prit le nom plus tard de Brucium et de Lucanie.
Pour Antiochos de Syracuse, au 5e siècle, Notri ne comprit que la primitive Italie, l'extrême pointe du Brutium. Par la suite, elle s'étendit sur le versant tyrrhénien jusqu'à Laos, puis jusqu'à Posidonia, et sur le versant ionien de Métaponte, mais jamais jusqu'à la Campanie. Donc on voit quand même comment, dans la reprise de la tradition paternelle, Jean Bérard réussit à apporter des nuances et à fonder ce qui va être le livre de chevet de la colonisation grecque, hein, parce que finalement le référent c'est lui. Alors tout cet ensemble d'éléments qui sont mobilisés pour situer les Cyclopes en Campanie est probablement lié à l'intérêt pour les champs phlegréens, mais comme je le disais aussi, pour une figure au fort potentiel symbolique lié à la vue. On l'a vu, bon, on le lit dans le tour de force étymologique, mais également dans l'esthétique du contraste que Victor Bérard met en place dans sa description. Un contraste entre les niveaux, les plaines, les hauteurs, où il accentue les reliefs, où il met en évidence l'isolement de l'île d'Hypérie au milieu d'une plaine, et pour cela il décrit très précisément les lagunes, l'environnement marécageux, qui certes n'est pas forcément, évidemment, n'est plus celui de l'Antiquité, mais qui se relie à une problématique qui est celle de la présence ou non d'un port à proximité de l'acropole. Et les photos de Fred Boissonnat, justement, vont permettre de visualiser cette perception de l'isolement de l'acropole, vue de la mer, et vue de la terre. Alors, voilà, vue de la terre, le surplomb offert par la position de Cumes, qui permet d'observer une plaine dans laquelle on trouve une lagune qui aujourd'hui est asséchée, mais qui sur cette photo de Boissonnat est encore présente. Donc ça c'est un document assez intéressant, vraiment un témoignage fondamental pour qui veut faire l'étude des paysages antiques. Sa description donc je disais des niveaux, son attention au relief, met en évidence la présence d'une plage sablonneuse avec une plage de sable limitant à la mer une région plate et marécageuse, une plage bordée d'une ligne de lagunes ou de marais, et des études de géomorphologie ont permis de mieux comprendre et de mieux connaître maintenant l'évolution des lignes de côte. Il développe des observations précises sur l'emplacement des champs phlegréens au sud de la plaine de Campanie et au nord du golfe de Naples, d'où surgissent, je le cite, les champs, ou plutôt les monts phlegréens, qui sont un massif abrupt. Donc en soulignant, en accentuant ces reliefs, il crée cette esthétique donc d'un contraste qui met en évidence l'île phlegréenne, plus frappante encore que le Vésuve pour qui arrive de la mer. L'autre élément de contraste qu'on voit apparaître, c'est le contraste entre les lumières, entre la lumière et l'ombre. Alors ça, c'est assez intéressant parce que quand on lit la description qu'il donne de l'acropole de Cumes, il parle d'un tuf volcanique d'origine marine d'une couleur d'un blanc éblouissant. Alors, je n'ai pas de photo de couleur, mais le tuf local n'est absolument pas blanc, il est jaune. Et le giallo napoletano, comme on dit, certes est lumineux, mais n'est en rien une lumière blanche. Il s'oppose bien, par contraste, à des formes des roches
d'origine volcanique qui sont noirs, et effectivement, on sait bien que ces contrastes même ont été utilisés dans l'architecture. Mais il n'y a pas de ces collines de terre blanche dont il parle et qui structurent le paysage. Donc il projette sur sa description des champs flégréens une vision en noir et blanc qui est assez remarquable. Lumière de cet éclat, ombre de l'antre du Cyclope, qui va être évidemment merveilleusement bien rendu par cette petite mise en scène des visiteurs, et qui nous donne un état qui ne correspond plus à celui aujourd'hui, puisqu'il y a des constructions qui sont venues la renforcer. Je passe. Cette grotte du Cyclope, cette antre qui n'est autre que le tunnel dit de Séjan, la grotte Adiceiano aujourd'hui, du nom d'un préfet de Tibère, et qui en fait est une grotte qui relie les champs flégréens à la fameuse villa de Polion, d'un riche affranchi, mais Victor Bérard remet en cause le fait qu'on ait pu engager des moyens pour creuser ex nihilo une telle grotte s'il n'y avait pas eu déjà au préalable une grotte liée à l'antre du Cyclope. Donc, une esthétique de regard fondée sur une attention précise au relief, au contraste entre les formes qui jaillissent et qui sont isolées sur un décor de plaine. Une esthétique qui repose ici sur le contraste entre l'ombre et la lumière, entre le blanc et le noir, et qui va mettre en place au gré d'un parcours, une morphologie du regard. Alors pourquoi j'appelle ça une morphologie ? Parce qu'on voit que Victor Bérard, dans sa description, a parcouru cet espace, il a marché, il a suivi ce qu'il appelle la voie pavée, qui n'est autre que la voie domitienne, et il passe de cratère en cratère, et il nomme chacun de ces yeux ronds dont il décrit les bords avec la traduction du terme ophrys en sourcil. Il dit que Strabon lui-même a utilisé un terme à double sens, ophrys, qui veut dire à la fois la montagne, la hauteur, mais aussi le sourcil. Et il lit donc chez Strabon la possibilité de regarder ces cratères comme des yeux, et suit une appréciation des yeux ronds, des yeux éborgnés, comme ce Gaoros, ici, duquel s'est épanché tout le liquide. Et il construit une typologie des yeux, ou des cyclopes, puisqu'il utilise le terme même de cyclope pour décrire ces cratères. Donc, forçant les noms, il procède à l'identification des cratères à des yeux de cyclope, au point d'inverser, comme l'a montré Sophie Rabault, la réalité et sa représentation, et de conduire son lecteur à reconnaître celle-là dans celle-ci. Je cite Sophie Rabault. « Par quoi cette lecture qui donne le primat à la représentation en vient pratiquement à inverser la réception de toute mimésis, telle qu'elle est décrite depuis Aristote, alors que le plaisir de la représentation vient, on le sait, de la reconnaissance dans la représentation de la réalité, Bérard opère une reconnaissance inverse, il reconnaît dans la réalité la représentation. Et cela l'amène évidemment à voir dans le paysage, dans la réalité géographique, les figures mêmes du mythe, le cyclope, représentation d'un volcan, en prenant appui sur des traités de géologie, où il compare l'homme, où il identifie dans le cyclope l'homme montagne qui hurle, rote, vomit et lance des pierres, comme le cyclope. Alors, cette description, on le voit, est autant un travail poétique à partir d'un paysage, mais d'un paysage dont les éléments de la réalité sont néanmoins observés, notés, relevés, et qui reposent sur une expérience réelle, une expérience sensible de cet espace. Et peut-être ce sur quoi je voudrais conclure, c'est plutôt que de chercher une antiquité
réelle. Certes, c'est une antiquité idéale, cette Méditerranée éternelle qu'il cherche à reconstruire. Victor Bérard nous sert aussi de témoignage sur le passage d'un temps à un autre. Hervé Duchesne l'avait bien dit dans l'article qu'il avait consacré à père et fils, à Victor Bérard et Jean Bérard, dans le colloque sur Jean Bérard, où il disait qu'il était aussi une figure de la transition entre la tradition et la modernité. Et cette description des champs flégréens est aussi à cet égard extrêmement emblématique. Il note lui-même les changements qui sont intervenus d'une visite à l'autre. Sa vision de 1925 l'amène à noter tous les changements qui sont intervenus depuis 1912. Et pour cause, parce qu'entre les deux, il y a eu la Première Guerre mondiale. Déforestation massive pour répondre aux besoins en charbon de la ville de Naples et de ses faubourgs de Baïa et de Pozzuoli après la guerre. Début de l'industrialisation. Et c'est pourquoi voilà les sourcils qui marquent le sommet des cratères. Et c'est pourquoi une vision de cette Méditerranée qui déjà commence à changer, cette vision de Victor Bérard ne fait que préfigurer évidemment une accélération dramatique d'une industrialisation qui aujourd'hui évidemment a ravagé de manière durable et probablement irréversible ces paysages. Donc heureusement que nous avons les photos et les témoignages de Victor Bérard qui, grâce à ce regard, grâce à cette attention au paysage, grâce à cette attention à l'espace, et j'adhère parfaitement à ce qu'a dit Alexandre Farnoux en entrée, il a ouvert des espaces, donc il a aussi porté à la connaissance du public un témoignage sur un état de ces espaces, évidemment, qui n'existe plus. Alors, la figure du cyclope, donc, pour moi, était emblématique d'un certain regard, mais d'un regard qui est celui de la modernité, finalement, le passage d'un temps à un autre. Et c'est d'autant plus vrai que c'est la photo aussi qui permet d'en rendre compte, et pas seulement, c'est aussi un film qui n'a jamais été fait. Il y a eu un projet de film dont Victor Bérard aurait été le metteur en scène et qui me semble bien correspondre à cette perception des outils et des moyens de la modernité que l'on ne peut mieux lire que grâce à ce retour par l'Antiquité et en particulier par le mythe. Et finalement, il n'est pas si différent qu'un Pasolini qui, pour lire la modernité de l'Italie, va chercher le mythe de Médée pour montrer la bascule irrémédiable dans un monde dès que l'on perd ses racines et que l'on ne respecte plus certains rites. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claude, de cette communication qui montre de manière très concrète le travail de l'alchimie Bérard, qui est aussi évidemment d'une certaine manière un créateur de paysages. Je pense aussi qu'il y aura des questions qui s'adresseront à vous et à Sophie Rabault lorsqu'elle aura parlé aussi. C'est aussi Sophie Rabault qui a exemplairement montré le rôle du Bérard cinéaste, si j'ose dire, et du projet du film. Et donc je suis sûre qu'on reviendra sur à mon avis, sur deux